Mesdames, Messieurs, Excellences et Amis, Monsieur le Président, vous m'avez indirectement incité à parler en politique. Je suis disposé à le faire. En politique, il y a une mémoire. Il est fondamental de comprendre que les racines du terrorisme international, la violence infligée à l'autre pour ce qu'il est, il est fondamental de comprendre que la promotion du terrorisme international, que ses racines sont aujourd'hui britanniques pour éviter de commettre des erreurs d'évaluation désastreuses au sein des tempêtes stratégiques et politiques de notre temps. Il ne s'agit pas de la responsabilité du Royaume-Uni, proprement dite, mais de la matrice impériale britannique qui a pris différentes formes dans son histoire. On se rapproche le plus de la réalité en se souvenant de la formule transatlantique utilisée par John Maynard Keynes, American Money and British Brains, l'argent américain et le cerveau britannique. Cette matrice de domination impériale repose sur une combinaison d'influence économique, de guerre irrégulière, de désorganisation des structures étatiques et de guerre globale. Le terrorisme étant le levier permettant à cette combinaison de fonctionner au plus haut niveau d'efficacité destructrice par chantage. Le terrorisme n'est donc pas un accident ou une arme isolée, mais une pièce maîtresse sur un échiquier complet. Il ne faut pas le penser d'abord comme un terrorisme d'État, bien qu'il puisse prendre cette forme, mais comme arme d'un empire qui hier était maritime et colonial et qui est devenu aujourd'hui offshore ou hors sol, à partir de la City de Londres, de Wall Street et de leurs paradis fiscaux. Cet empire récupère toutes les arriérations, tous les fondamentalismes religieux soi-disant régénérateurs et tous les archaïsmes, y compris l'outrage fait aux femmes, et en joue systématiquement. Guy Debord, dans sa préface de la 4e édition italienne de sa Société du spectacle, parle en 1979 d'une couche périphérique de petit terrorisme sincère, toléré momentanément comme un vivier dans lequel on peut toujours pêcher à la commande quelques coupables montrés sur un plateau. C'est une juste description, encore que depuis le terrorisme de petit soit devenu grand, et encore faut-il examiner les localisations géographiques et la matrice de ces faits pour en comprendre la logique criminelle et pouvoir y faire face. Les Britanniques ont opéré en conjonction avec le terrorisme en Asie du Sud-Ouest, en manipulant à la fois les réseaux wahhabites et sionistes, dans les révolutions de couleur d'Europe orientale, dans les manipulations ayant créé les conditions du 11 septembre, et aujourd'hui jusqu'en Chine, et hier aussi. Ils ont laissé des traces, le plus souvent sous la forme opérationnelle, de réseaux américains, héritiers de leurs méthodes dans la période récente. En France, Olivier Blanc, dans un livre intitulé « Les hommes de Londres », a bien exposé, puisqu'on a parlé de la Révolution française, ceux qui fomentent et exploitent les colères d'autrui, les portant à détruire et à s'autodétruire. C'était au moment de la Révolution française, mais la méthode reste de jeter des fourmis noires humaines contre des fourmis rouges humaines et de contrôler leur opposition. C'est cette méthode dont je veux vous parler ici, par-delà la description de tel ou tel monstre de Frankenstein qu'elle engendre. Au Proche et Moyen-Orient, on trouve les réseaux de Cecil Rhodes et de deux de ses principaux opérateurs, Alfred Milner et Leo Stenet Amri. Ils ont financé à la fois les réseaux nationalistes arabes, particulièrement dans la mouvance wahhabite, et ceux du révisionnisme sioniste de Vladimir Zeb Jabotinsky et Chaim Weizmann. À partir des émeutes de Nebi Moussa, en 1920, aujourd'hui oubliées, ils ont créé un environnement contrôlé, entretenant une instabilité permanente au profit de leurs intérêts financiers. L'antisémitisme terroriste arabe se trouve ainsi opposé à un racisme anti-arabe, anti-musulman, visant à éliminer tous les mouvements raisonnables, en fomentant cette opposition, visant à éliminer tous les mouvements raisonnables dans tous les camps et à promouvoir une guerre de tous contre tous. C'est après les émeutes de Nebi Moussa que Jabotinsky et Husseini furent promus en héros de leurs communautés respectives, lancés l'une contre l'autre. À noter que le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Netanyahou, était le secrétaire personnel de Jabotinsky. Le New York Times du 11 juin 1916 proclamait « Lord Milner veut l'union anglo-américaine ». Il est essentiel de comprendre que cette union
vise à détruire les fondements de tout État-nation, y compris des États-Unis et de la Grande-Bretagne, pour les placer sous la tutelle permanente d'un mondialisme financier et de services de renseignement, échappant à tout contrôle judiciaire de leurs activités. Emory, par exemple, réservait ses plus virulentes critiques à Sumner Welles, le sous-secrétaire d'État de Franklin Delano Roosevelt, qui partageait avec son président le rejet des méthodes de l'Empire britannique. Dans ce journal, Emory note, le 26 juillet 1928, « Notre objectif ultime est clairement de faire de la Palestine un centre d'influence occidentale en utilisant les Juifs, comme nous l'avons fait auparavant avec les Écossais, pour promouvoir l'idéal britannique à travers tout le Moyen-Orient et non pour établir une enclave orientale artificielle des Hébreux dans une région orientale. » C'est ainsi qu'Emory et Weizmann créèrent la Légion juive, dont Jabotinsky fut le porte-parole et l'organisateur. Quant à un autre opérateur sur le terrain, John Henry Patterson, il participa à l'organisation des camps du Bétar en Palestine et dans l'État de New York aux États-Unis. Ce sont ces milieux qui engendrèrent l'Irgun et ses activités terroristes. Lors de la 3e conférence révisionniste internationale, car c'était des sionistes révisionnistes, il faut bien le voir, qui se tint à Vienne en 1928, Jabotinsky soutint la résolution, déclarant, je cite, qu'il n'y a aucune contradiction entre une Palestine juive et un éventuel statut de dominion du Commonwealth britannique. Évidemment, cela ne se fit pas, mais l'influence demeura. Il faut bien comprendre que cette politique ne découle pas d'un attachement au peuple juif, ni même à l'État d'Israël, mais la volonté de diviser pour régner en créant une situation d'affrontement permanent. Preuve en est que ces mêmes intérêts impériaux alimentèrent les monarchies saoudiennes et du Golfe Persique, ainsi que leur émanation terroriste, parrainée et financée par des institutions dites charitables du monde musulman ou par certaines grandes familles. On connaît aujourd'hui l'implication du prince Bandar, ça a été dit, dans le financement de certains des opérateurs du 11 septembre. Les fonds résultant du contrat saoudien Al-Yamama, armes contre pétrole, avec BAE Systems, les fonds ont été placés hors de tout contrôle sur des marchés de hedge funds des îles Caïmans, dont je rappelle les billets de banque sont à l'effigie de la reine d'Angleterre et l'hymne national God Save the Queen. William Simpson, dans son ouvrage intitulé Le Prince, histoire secrète du membre d'une famille royale le plus intrigant au monde, rapporte que Bandar pouvait se présenter avec un panache sans pareil au 10 Downing Street, ayant également accès à Margaret Thatcher, John Major et Tony Blair. On parle bien ici du manipulateur du terrorisme islamique. Aujourd'hui, certaines banques turques, pour répondre à la question qui a été posée, se servent de centres financiers à l'État islamique. Ces établissements procédant à des transferts de fonds de donateurs privés du Golfe ou d'argent du pétrole, en utilisant les services de banques britanniques au passage. Par exemple, depuis une banque saoudienne, l'argent est transféré sur un compte commun dit insoupçonnable en Grande-Bretagne, reversé au profit d'une société commerciale fictive en Turquie, parlons de la Turquie, avant d'être livré en liquide aux terroristes à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les révolutions de couleur, dégénérant en violence fasciste, dont on a parlé tout à l'heure, comme en Ukraine, s'inspirent des conceptions de Gene Sharp, reprises et appliquées par Adam Roberts et Timothy Garton, tous associés à l'université de Oxford, comme l'était Emory au Balliol College. Le National Endowment for Democracy et l'USAID n'ont fait qu'appliquer ces recettes en faisant de la violence terroriste l'aboutissement de la désobéissance civile. Victoria Nuland, celle qui disait « fuck the European Union », que l'Union européenne aille se faire foutre, finançant et promouvant les terroristes de Maïdan et les terroristes des bataillons de Pravi Sector, n'est que l'héritière de ces vieilles méthodes. L'ambassadeur américain à Moscou, à l'époque, McFaul, a ainsi ouvertement déclaré que ceux qui défendent la souveraineté des États le font avant tout pour préserver l'autocratie, tandis que ceux qui défendent la souveraineté des peuples sont les nouveaux progressistes. McFaul et Susan Wright, ambassadrices américaines auprès des Nations Unies, sont tous deux des Rhodes Scholars et qui ont bien appris leur leçon. Au cœur de cette supposée défense des peuples se trouvent les thèses sur la défiance civile de Gene Sharp, lui-même américain, mais aussi diplômé de Oxford. Ces thèses contenaient 198 tactiques pour fabriquer une révolution, parmi lesquelles le recours à une couleur symbolique pour chaque révolution. Sir Adam Roberts et Timothy Garton ont appliqué la démarche de Sharp en lançant leur projet Civil Resistance and Power Politics. Au départ, on démarre avec la résistance non violente, reprenant les modes d'opérer de Gandhi et de Martin Luther King en les dévoyant, mais à l'arrivée,
on trouve les mouvements fascistes dont on feint de déplorer, du moins en public, les manifestations extrêmes. On vous a montré le recours à ces méthodes pour déstabiliser la Russie avec le terrorisme dit tchétchène et en fait wahhabite importé. Tant ces terroristes-là que ceux de l'État islamique ont trouvé depuis longtemps un asile et une plateforme dans le Londonistan, avec ses mosquées, ses institutions charitables, ses chaînes de télévision et ses centres culturels islamiques. Le cas de Abu Omar al-Chichani, dont on a parlé, commandant de l'armée de l'État islamique, est un exemple de cette interpénétration entre milieu tchétchène et milieu wahhabite contrôlant les opérations de déstabilisation en Tchétchénie. Notons qu'Ed Balz, lorsqu'il était secrétaire d'État à l'éducation, avait promu l'attribution de subventions publiques en faveur des écoles racistes et ultracommunautaristes du groupe Hizb ut-Tahrir, qui a toujours appelé à la création d'un État islamique. Nos services français, d'ailleurs, ont longtemps protesté contre cette curieuse tolérance manifestée dans le Londonistan. Enfin, et je crois que c'est le plus important, c'est au Tavistock Institute de Londres que se situe le centre des opérations de contrôle et de manipulation psychologique permettant d'étudier et au besoin de promouvoir le comportement des terroristes, entre guillemets. Il faut ici éviter de tomber dans deux écueils, le charybde de l'angélisme et le scylla du conspirationnisme. Le premier institut du Tavistock, du nom du Tavistock Square de Londres, a été créé en 1921. Son premier objectif était d'étudier les traumatismes de guerre subis par les soldats britanniques ayant survécu à la Première Guerre mondiale. Il s'agissait d'identifier, selon des critères scientifiques, le seuil de rupture de la résistance d'un être humain à des sollicitations extrêmes. Le projet était parrainé par le Bureau pour la guerre psychologique de l'armée britannique sous l'autorité du psychiatre John Rawling Rees. L'arrivée en 1932 de Kurt Lewin, qui fut aussi le fondateur de la clinique psychologique de Harvard, marqua l'introduction des méthodes de dynamique de groupe, c'est-à-dire les techniques de manipulation de l'individu insérées dans un groupe visant à lui faire acquérir certains types de comportements. Avec Rees, Lewin étudia les effets des bombardements sur la population civile en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se spécialisa dans les études de programmation et de déprogrammation avant de passer aux travaux pratiques. Selon lui, il est possible d'imposer à une population ou à des individus adultes un état émotionnel comparable à celui d'enfants névrosés. La tentation fut grande à partir de là de franchir le seuil et de créer l'environnement qui brise les résistances psychologiques des individus pour les amener à accomplir les tâches qu'autrement ils auraient rejetées. Alors, vous me direz que ceux qui vont faire le terrorisme ou la guerre au Proche et Moyen-Orient aujourd'hui, français, n'ont pas subi tout cela. Mais ils ont subi, à travers tout ce qui est transmis par Internet, par les médias, et qui les manipulent, les conséquences de tout cela. Ce freudisme dévoyé par les conditions barbares de la guerre, des deux guerres, s'étendit à l'occasion de la guerre froide. La deuxième version du Tavistock Institute fut lancée en 1947 sous le nom de Tavistock Institute for Human Relations, pour les relations humaines, avec l'assistance financière de la Fondation Rockefeller et l'échange d'experts anglais et américains. John Rawling Rees, soutenu par Alan Dulles, y joua, fort de son expérience précédente, un rôle moteur. Les méthodes de bourrage de crâne à des fins politiques s'y développèrent avec l'étude des changements comportementaux subis par les prisonniers de guerre américains en Corée du Nord. À partir de là, ce freudisme dévoyé s'étendit à toutes les agences anglaises et américaines de renseignement pour y former les idiots utiles des opérations terroristes. Le moyen était de jouer sur les terreurs identitaires, on voit le cas en France aujourd'hui et en Angleterre, le but de diviser pour régner. Ainsi, on étudie à la Harvard Psychology Clinic comment créer les conditions pour faire émerger un chef et créer un effet d'accoutumance pour le suivre. Le refus d'aller au bout des enquêtes sur divers assassinats ou tentatives d'assassinat aux États-Unis même, s'explique ainsi par la volonté de protéger ses sources. Beaucoup ne voient que le côté émergé de l'iceberg américain, sans discerner, en fin de compte, la matrice impériale britannique qui se trouve derrière. Ainsi, la Rand Research and Development Corporation est une émanation parmi d'autres des conceptions du Tavistock, tout comme la Sloan School au MIT ou le Centre pour les études stratégiques et intellectuelles de Georgetown. Cela ne signifie pas, bien entendu, un contrôle mécanique, mais un partage des mêmes conceptions de guerre psychologique. On pourra rétorquer que le maoïsme en Chine, le KGB, le Mossad
ou l'activité de notre bureau d'action psychologique pendant la guerre d'Algérie jouent un rôle ou jouent encore un rôle pour certains analogue. Cependant, pour comprendre le fait même du terrorisme, il faut en voir la forme moderne la plus accomplie, celle que je viens de vous décrire. Si l'on ne veut pas faire trop d'efforts, la lecture de L'agent secret de Joseph Conrad constituera une initiation utile. Je conclurai en disant que tant nous n'aurons pas mis fin à cette conception de l'être humain, un être humain considéré comme défini par ses perceptions et soumis à des expériences manipulatrices, nous n'aurons pas mis fin au terrorisme. Et les fourmis rouges continueront à se jeter sur les fourmis noires sans que l'on puisse retrouver un vouloir vivre en commun dans la détente, l'entente et la coopération. Espérons que les pays des BRICS, vous savez, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, ils ont rejoint l'Argentine. On parle des BRICS aussi, c'est-à-dire l'Indonésie et l'Iran. Que tous ces pays ouvrent la voie vers ce vouloir vivre et que nous serons capables d'en devenir partenaires. La clé est, je pense, celle d'États-nations voués aux intérêts communs de l'humanité contre toutes les oligarchies impériales. Nos pays européens, trop soumis, doivent en être libérés, y compris la Grande-Bretagne et, j'ajouterai, la France. Merci. Laissez-moi finir sur cette espérance, car c'est une espérance qui est ardente et urgente.